Bonjour à tous et bienvenue sur Arrêt Caméra. Bonjour Morgane. Bonjour Julie. Es-tu prête pour cet épisode 100% cinéma français ? Oui, bien sûr. Et puis, je sais que c'est pas l'épisode de Arrêt Caméra qui va le plus cartonner parce qu'on a fait le choix, Morgane et moi, de parler de cinéma français, comme tu l'as dit. Et qu'en plus, il y a 2 films sur 3 qui ont été réalisés par des femmes. Mais c'est pas grave. Chaque mercredi, il y a au moins 10 films à l'affiche et comme on va en parler d'ici quelques minutes dans le sujet de discussion qu'on a prévu à propos de la distribution. Et puis, c'est important aussi de discuter du cinéma, en fait, qui va pas forcément rencontrer le plus de succès en salle. Enfin, moi, c'était mon but avec Arrêt Caméra. Je sais pas ce que t'en penses, Morgane, mais pas forcément de parler des trucs qui marchent le plus, quoi. Oui, puis de toute façon, c'est également le rôle d'un podcast et de la critique de cinéma en général. Le but, c'est pas uniquement de parler de films de grand public, quoi. Puis, toute proportion gardée, on va quand même pas parler d'illustres inconnus aujourd'hui. Donc, il y a Claire Denis, Emmanuel Mouret, Yann Gonzalez. Après, c'est quand même à temporiser, hein. C'est comme des cinéastes qui vont pas dépasser les 200 000, 300 000 entrées, hein. Même Gonzalez, même pas les 50 000 entrées, quoi. Et puis, elle mérite plus, pourtant. Et oui. Et puis il y a Lola Kivron qui est une débutante et qui vient de signer son premier film avec Rodeo. Vu qu'on parle là un peu de chiffon côté cinéma, sans tourner autour du pot, on se lance dans le grand sujet de la distribution, comme annoncé dans le précédent épisode. Allons-y, je pense qu'on vient de plus ou moins bien introduire le sujet qui fâche. Mercredi 7 septembre 2022, en France, d'après le site Allociné, il y a eu plus de 10 films qui sont sortis en salle. Mercredi 14 septembre 2022, pareil. Un spectateur ne peut pas tout voir, il y aura forcément des choix à faire. Morgane, quitte à poser une question provocatrice, est-ce qu'il y a trop de films en salle ? Et c'est quoi le rôle de la distribution là-dedans ? Bien, je crois que c'est la question à 1 million d'euros. En vrai, il y a 2 écoles. D'un côté, il y a ceux qui pensent qu'il y en a en effet chaque semaine un peu trop. Et c'est pas nouveau, c'est un constat visible depuis des années. Avant la crise sanitaire, par exemple, il y avait des mercredis où il y avait environ une vingtaine de films qui sortaient. Je me rappelle, c'était impossible à l'époque de tout voir. Je me tirais les cheveux pour essayer de caler les séances les unes sur les autres. Tout à fait. Puis en même temps, c'était une année record. En 2019, ça a été l'année où il y a le plus eu de films en salle ? Non, enfin de films vus. Et de films en salle, si, mais oui, de films vus. C'est ça que je voulais dire, c'est que pas parce qu'il y a eu 20 films en salle parfois que ça a empêché les gens de se rendre en salle. Voilà, c'est ça. Et donc de l'autre, on peut rétorquer que la France est un exemple de diversité. La fameuse exception culturelle qui propose chaque semaine des films de tout horizon. Et cette diversité, on la doit en partie aux distributeurs qui achètent les droits d'exploitation des films auprès des ayants droit ou tout simplement des producteurs. Et ils se chargent de les sortir en négociant avec les salles, qui sont aussi appelés les exploitants. Donc pour faire simple, c'est un circuit triangulaire. Tu as la production, la distribution et l'exploitation. Donc un circuit triangulaire, production, distribution, exploitation. En fait, je pense que c'est ce fameux triangle qui n'est pas très clair dans la tête des spectateurs, dans la mesure où le grand public, on va l'appeler comme ça, ne sait pas forcément en fait qui fait quoi. Pour aujourd'hui et pour éviter de faire trop long, on a décidé avec Morgane de parler uniquement de la distribution et laisser le côté la production et l'exploitation. Morgane, tu dis que les distributeurs se chargent grosso modo de sortir les films en salle, même si évidemment ils font pas que ça. Est-ce que si j'ai envie de voir un film et qui n'est pas visible, disons, à moins de 2 heures de route de chez moi, est-ce que c'est à cause du distributeur ? Bah, je te dirais de déménager. Et si je peux pas déménager ? Non, alors plus sérieusement, les distributeurs, ils sont pas maîtres du marché, parce que le cinéma, ce n'est pas qu'un art, c'est aussi un marché.
Donc disons que là où ils peuvent être fautifs, par contre, c'est au niveau de l'acquisition. Il y a des films qui sont plus difficiles que d'autres, comprendre qu'ils sont plus exigeants, moins ouverts au grand public, et ça veut pas dire pour autant qu'ils ne méritent pas de sortir en salle. Néanmoins, au moment de la négociation avec les exploitants, c'est-à-dire au moment de la programmation, ça risque d'être compliqué. T'as les exploitants et forcément ils ont tout intérêt à proposer des films attrayants à haut potentiel, des films avec un ou plusieurs acteurs célèbres, comme un film avec Depardieu ou... Donc quand un distributeur en fait cherche à, on va dire, vendre un film à un exploitant, donc celui qui le diffuse en salle, on va dire qu'il ressort des arguments autour du film qui vont lui permettre d'arriver à ses fins en la matière. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Bah, le but, en fait, c'est que l'exploitant, il reçoit un nombre de films conséquent et du coup, il doit faire son choix. Il fait un tri, quoi. Et forcément, il va prendre ce qui est le plus sexy. Et voilà, donc je t'ai cité les acteurs célèbres, mais aussi des réalisateurs connus, ou par exemple, qui ont fait un film qui a marché l'année d'avant ou il y a 2 ans, forcément, ça fait plus confiance pour les exploitants, ça donne plus confiance. Ou alors des films qui ont été primés, ça aide. Donc les paramètres, tu vois, ils sont nombreux et ça peut également dépendre des effets de mode, des zones géographiques. C'est pour ça aussi qu'il y a des films, par exemple, bon, c'est pas la majorité, mais disons qui marchent plus sur le territoire français, hors Paris, hors la capitale, ou inversement. Oui, comme on dit, des fois la réalité, on se rend pas compte, mais il me semble que c'était les Baudins l'année dernière, les Baudins en Thaïlande, où le film a fait un bid en région parisienne alors qu'il cartonnait en province. Puis c'est pareil, un film espagnol, par exemple, en langue espagnole, il va plus marcher dans le sud, du côté des Pyrénées, ou en Occitan, etc. Tu vois. Enfin, en Occitanie. Donc concrètement, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas à cause du distributeur. Il faudrait également penser à mettre l'exploitant dans l'équation. Autre question du genre, parce que bon, les distributeurs ont bon dos ces derniers mois, voire ces dernières années. Enfin, imaginons. Disons qu'il y a un super film qui sort aux États-Unis, dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, il a beaucoup de succès, il fait beaucoup d'entrées sur le sol américain, et pourtant, il ne sort pas en France, là, ni maintenant, ni dans le futur, il y a rien qui est prévu. Donc, pourquoi un film comme ça, qui fait un carton dont tout le monde parle, on n'y a pas droit en France? Comment on peut expliquer ça aux gens qui veulent le voir? On a eu des cas du genre qui sont devenus des polémiques sur des films comme The Green Knight de David Lowery, que, enfin bon, à titre personnel, j'ai trouvé assez mauvais, mais c'est pas du tout le sujet. Hein. Pareil. Il faut savoir que la plupart du temps, les films qui marchent au box-office aux États-Unis, ils sortent en salle en France. Hein. Donc pour quelle raison? Parce que les majors américaines, comme Universal, Disney ou Warner Bros. Disney peut-être bientôt plus, mais on en parlera dans une prochaine émission. Donc les majors américaines, elles sont implantées en France et elles distribuent leurs films elles-mêmes. Il n'y a pas de distributeur qui est spécialisé dans ça, c'est elles qui distribuent ses propres films. Donc s'il y a un film à succès sur le sol américain qui ne sort pas en salle en France, comme ça peut être le cas notamment pour certaines comédies américaines par le passé, qui sont sorties directement en DVD, faut savoir que c'est un choix délibéré de la major, c'est elle qui fait son choix, qui planifie. Et donc, si on a donc la major américaine qui, encore une fois, fait le travail de distributeur et qui sort pas son film en France et sort en DVD, pourquoi elle ferait ça? C'est pour des questions de coût, en fait. C'est que ça coûte moins cher le mettre en DVD qu'en salle. Ou pas que? Oui, aussi parce qu'il y a un risque. Tu vois, à sortir le film en salle, ça... Mais le risque, il est à quel niveau? Il est à un niveau financier, mais c'est toujours financier, bien sûr, oui. Si le film bide, après avoir investi de l'argent dans la communication, etc., c'est ok, compliqué, donc c'est vraiment pour diminuer les coûts et être sûr de ce qu'ils font. C'est ça. Donc, tu vois, par exemple, on parlait de le choix de sortir en DVD, mais aussi dernièrement, on l'a vu cette année avec des films de Disney. Il y a eu Alerte Rouge de Pixar qui est sorti directement sur Disney+. Et visiblement, là, tu disais ça un peu, mais on a appris aujourd'hui que Black Panther sortirait peut-être pas en salle, même si c'est pas encore confirmé. Mais voilà, c'est une tendance qui existe. Et puis là, dans la catégorie juste donc SVOD, donc Disney+ et compagnie, le fait de sortir un film, donc là, on dit pas, encore une fois, pas en salle et pas en DVD, mais sur la plateforme, c'est aussi en quelque sorte un produit d'appel pour inciter les gens à s'abonner à la plateforme, tout simplement. Complètement. Mais bon, après moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler aussi, comme tu ciblais, les distributeurs indépendants. Donc,
pour le cas des films hors major, comme ceux puisqu'on en parlait, de A24, donc comme The Green Knight, ceux-là font beaucoup parler d'eux parce que justement, à chaque fois qu'il y a un film qui sort ou qui va sortir sur le sol américain, qu'il y a une bande-annonce qui sort, les gens ont envie de le voir. Et, ce qui est normal d'ailleurs. Et ils n'arrivent pas forcément en salle chez nous. Donc il faut savoir que donc, pour ces genres de films, les distributeurs achètent les droits des films via ce qu'on appelle un minimum garanti. C'est un prix fixé qui est censé être une anticipation du partage des recettes futures entre le distributeur et l'ayant droit. Et malheureusement, la France, pour A24 en tout cas, elle est considérée comme un territoire cinéphile par certaines boîtes américaines, ce qui est le cas en soi. Mais du coup, ça leur donne pour elles une justification de mettre des minimums garantis à des sommes exorbitantes, quoi. Concrètement, ça veut dire que le ticket d'entrée pour que le film soit diffusé en salle sur le sol français par un distributeur est élevé plus pour la France que pour d'autres pays, en fait. Oui, pas un ticket d'entrée, mais le... Enfin, c'est une expression, oui. Je disais ticket d'entrée, oui. Mais heureusement, non, oui, c'est pas comme la foire. Non, mais oui, c'est l'achat, quoi. Et donc, voilà, c'est des sommes exorbitantes qui sont totalement déconnectées de la réalité des films et du secteur. Je sais plus combien c'était pour The Green Knight, mais à mon avis, ça dépassait C'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais, il me semble que même, j'avais lu 1 million, et en fait, après, c'était 500 000, mais en fait, tu vois, The Green Knight, comme tu disais, lui, en plus, il a le défaut d'avoir bidé aux États-Unis, et donc, du coup, il a pas trouvé de distributeur en France, et il a été acquis par Amazon, qu'il a donc sorti sur sa plateforme Prime Video en début d'année, alors que par exemple le film il est sorti en Belgique, ce qui fait que l'année dernière il y a eu des gens qui sont allés voir l'été dernier quand ils sont partis en Belgique parce que le prix demandé aux distributeurs belges était différent, quoi. C'est pour des films comme ça qui sont pas on va dire des blockbusters, des gros films, c'est arrivé plusieurs fois, non? Enfin, pas forcément souvent, mais qui sortent en Belgique par exemple et pas en France, encore une fois, parce que le prix pour les distribuer en Belgique est moins élevé qu'en France. Encore récemment, il me semble que X de Ty West est sorti en Belgique. Là, il a trouvé un distributeur en France, donc je pense qu'il y a eu des histoires de négo. Et de prix assez... Voilà. Ok. Dernière question large, parce que je pense que des personnes qui s'intéressent au cinéma et à la distribution se la posent forcément. C'est quoi, disons, l'état du métier de distributeur aujourd'hui? Enfin... Comment se portent les distributeurs? Et vraiment, question très large. À quoi s'attendre éventuellement pour demain, sachant que d'après ce qu'on lit dans les médias, la fréquentation en salle, elle est dite à la baisse un peu partout. Enfin, on n'est pas des experts, mais allez, on va tenter les pronostics. Ouais, on n'est pas experts. Après, on voit un peu ce qui se passe. Et voilà, on peut se permettre de donner une petite réponse. Donc pour moi, s'il y a un mot à retenir, je dirais que c'est incertain l'avenir. Les distributeurs indépendants, et ils ont pris de plein fouet évidemment la crise sanitaire, hein. C'est plus eux qui ont souffert que les grosses majors, ou alors les gros comme Gaumont, UGC, etc. Et donc à ça s'additionne la menace des plateformes SVOD. Et on rappelle, les plateformes SVOD, c'est donc Netflix, Disney+, oui, Prime Video, etc. Qui ont connu un essor, et puis maintenant, qui ont connu des naissances de nouvelles plateformes. Il y a le risque de voir HBO Max arriver en France et tout. Bien sûr. Enfin, le risque, toute proportion gardée, c'est aussi... Oui, ça reste l'Arlésienne, mais oui, bon, ça peut tomber sur un coup de la tête un jour ou l'autre. Oui. Donc, et en plus, la remise en question de la chronologie des médias. Donc devant ces dangers, l'année dernière, le syndicat des distributeurs indépendants a publié une tribune dans Le Monde pour tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai que la part du marché des distributeurs indépendants a en effet sensiblement chuté entre 2019 et 2021. Et l'année 2022, elle montre aucune amélioration, c'est même pire, avec un été en baisse en termes de fréquentation par rapport à celui de l'année dernière. Et ça vient d'un article du Huffington Post d'il y a quelques semaines. Donc le métier de distributeur, déjà fondé sur la prise de risque et les paris, il est donc devenu de plus en plus fragilisé. Et l'inquiétude du syndicat des distributeurs indépendants se confirme d'une année sur l'autre. Et voilà, on verra peut-être qu'il y aura encore une tribune, malheureusement, d'ici quelques... je ne serais pas étonnée. Et puis, concrètement, quitte à parler des risques, on l'a vu avec un film qu'on a chroniqué et adoré dans le second épisode, le précédent épisode d'Arrêt Caméra,
que vous pouvez toujours réécouter. Enfin, le fameux 3000 ans à t'attendre de George Miller, le réalisateur des Mad Max, c'est comme s'il n'y avait plus de place au cinéma pour les films qui sont dans un entre-deux comme celui-ci. C'est-à-dire qui ne sont ni, on va dire, le blockbuster bourrin, ni un film art et essai. Comme si ces films, en fait, ils étaient quasiment tous voués à ne pas trouver le public et quelque part à échouer dans leur sortie. Enfin, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ces déconvenus ne refroidissent pas les distributeurs à prendre des risques financiers dans le futur, bon, tout en étant pérenne, hein, mais qu'on puisse aussi continuer à découvrir des choses différentes au cinéma. On espère. On passe à Amour et acharnement de Claire Denis, Morgane, qui a gagné, je crois que c'est l'Ours d'argent du meilleur réalisateur ou réalisatrice à la Berlinale. Et on en profitera aussi pour dire au passage ce qu'on a pensé de cette récompense. Avec Amour et acharnement est le 15e film de Claire Denis, réalisatrice bien installée dans le paysage cinématographique français depuis plus de 30 ans, et à qui l'on doit les brillants Beau Travail, Trouble Everyday ou encore J'ai pas sommeil. 5 ans après Le Solaire, et c'est le cas de le dire, Un beau soleil intérieur, Claire Denis retrouve Christine Angot à l'écriture et Juliette Binoche devant l'écran pour le plus grave avec Amour et acharnement, film tourné pendant le Covid en attendant le tournage de son dernier film, The Stars at Noon, et qui lui a valu d'ailleurs l'Ours d'argent comme tu l'as déjà dit. Je rappelle que le film est sorti en salle le 31 août dernier et qu'il est distribué par Advitam. De quoi parle le film, Julie ? L'histoire assez classique de Amour et acharnement parle d'un couple, Sarah, donc incarnée par Juliette Binoche, qui est journaliste radio chez RFI, je crois. J'ai cru reconnaître les locaux, le micro, etc. Bref. Donc Sarah est en couple avec Jean, incarné par Vincent Lindon. Sarah et Jean s'aiment, mais Jean va retrouver un emploi auprès de François, le trop absent à mon goût au cinéma Grégoire Collin. Et François n'est rien d'autre que l'ex de Sarah auquel elle pense encore. Eh bah, dit comme ça, on dirait un peu un cliché du cinéma français. Des histoires de mœurs de bourgeois qui s'emmerdent. Un peu, ouais. Ouais. Bon, Claire Denis, elle essaie d'y mettre une intensité en insérant un trouble. Le personnage de Jean, par exemple, il sort de prison et on ne saura pas pourquoi. Et évidemment en révélant le moins possible de motivation sur les protagonistes. C'est un élément typique de son cinéma. Les personnages, ils sont souvent mus par leur désir dans son cinéma. Oui, il n'y a pas forcément énormément de... On en avait parlé en off, toi et moi, Morgane, il n'y a pas forcément énormément de psychologie, en fait, chez Claire Denis. Non, c'est les personnages qui agissent plus qu'ils réfléchissent, d'ailleurs. Oui, donc ils ont plus des motivations que des mobiles, disons, des choses sous-jacentes. Non. Oui, du coup, plus des motivations. Donc c'est un élément typique de son cinéma, comme je disais, il y a évidemment quelques scènes fortes dans le film, notamment lorsque Sarah retrouve François après des années de séparation, et notamment dans la mise en scène des disputes qui ressemble pour le coup à du cinéma, contrairement à ce que je disais dans Leila et ses frères. Mais quand même, on ressort assez énervé du film, car c'est un film désagréable. Ouais, Amour et acharnement, c'est un peu une lessiveuse. Le film est désagréable pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il est tellement désagréable que tu n'arrêtes pas d'écorcher son nom. C'est Avec Amour et acharnement. Mais oui, parce qu'en fait, il y a l'amour et il y a l'acharnement. Donc pour moi, il n'y a pas avec de l'amour. Bref, effectivement, quand j'aime pas quelque chose, je peux pas m'empêcher de le détruire avec des lapsus. J'en parlerai à mon psychiatre. Non, je rigole, je n'ai pas de psychiatre. Donc c'est un film qui est désagréable pour plusieurs raisons. La première, c'est que peu importe par quel bout on le prend, et avec toute l'indulgence dont on est capable, avec Amour et acharnement, AAA, ce qui n'est pas la note de la dette française par les banques américaines d'ailleurs, reste un film de bourgeois qui s'emmerdent. Et c'est pas spécialement à cause de Claire Denis, mais parce que, en fait, je crois que c'était difficilement évitable en bossant avec Christine Angot, désolée pour elle. Tu n'aimes pas, je crois. Non, pas beaucoup, mais voilà, je vais pas dire que je l'ai lu parce que c'est pas vrai, je l'ai pas lu, j'ai juste lu des résumés, donc enfin voilà.
Mais ça m'a déjà quand même donné un aperçu de ce à quoi ressemble le travail de Christine Angot. Donc, enfin, quoi qu'il en soit, même quand on est habitué à ce style de cinéma, on finit par en avoir assez, je trouve. Et en fait, donc, l'une des raisons pour lesquelles le film est désagréable, c'est aussi à cause de cette impression qui était déjà là dans un beau soleil, pardon. Il n'était pas... c'est moi qui suis pas solaire aujourd'hui. C'est une impression qui était aussi là pour moi dans Un beau soleil intérieur avec Juliette Binoche et que j'ai moins apprécié que toi, Morgane. En fait, c'est de voir des adultes qui sont dans la cinquantaine bien tassés et qui s'écharpent comme des adolescents. Et on ajoute à tout ça des engueulades à n'en plus finir. Comme je le disais, en fait, mais ça correspond plus au cinéma de Claire Denis. Il y a des choses qui sont pas claires, en fait, au niveau des personnages. Et comme c'est pas clair, on peut pas s'identifier à eux. Et quand c'est pas clair et qu'on peut pas s'identifier à des personnages, qu'est-ce qui se passe? On les aime pas, les personnages. On les trouve antipathiques. Et en fait, j'ai du mal à voir qui peut sincèrement, et quand je dis sincèrement, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, aimer un film comme Avec amour et acharnement, même en étant un fan inconditionnel du travail de Claire Denis. Bah, moi, justement, j'aime beaucoup le cinéma de Claire Denis. Je trouve qu'il est traversé par une forme de mystère, qui en fait un cinéma du désir et de la sensation dénuée de psychologie, comme je disais, qui le rend assez intense. Et là, la rencontre entre le verbiage d'Angot et le style de Claire Denis, qui avait donné lieu à une sorte de pas de côté dans sa carrière avec Un beau soleil à l'intérieur, là, ça fonctionne pas du tout. Euh, Parce qu'on est d'accord que donc Un beau soleil intérieur, c'était aussi Angot à l'écriture? C'est ça. D'accord. Tout à fait. C'est le même trio, en fait, Angot, Binoche et Claire Denis. Donc, c'était une comédie et franchement, ça marchait étonnamment bien. Mais là, la magie, elle opère pas du tout. Le drame, il est pesant. C'est comme un négatif de la légèreté du film précédent. Tous les gestes, les regards, ils sont accentués, appuyés notamment par la musique des Tindersticks, qui est toujours très belle. Hein. C'est eux qui font la musique des films de Claire Denis habituellement. Mais là, je trouve un peu hors de propos. Au début, c'est assez amusant, on voit, c'est assez intense, mais au fur et à mesure du film, elle revient tout le temps, la musique, on a un peu marre, quoi. Et voilà, ça frise le ridicule. Et le personnage de Binoche, qui est encore une fois central, est ici insupportable. Tu disais justement, on n'arrive pas à aimer les personnages dans le film, et c'est clairement un vrai problème, il n'y a pas de point d'ancrage. Et d'ailleurs, toi, par rapport au personnage de Juliette Binoche, je crois que tu y vois une forme de misogynie. Ouais, c'est un terrain un peu accidenté sur lequel je vais m'aventurer là. Parce que si misogynie, c'est un terme fort, mais disons qu'elle est, elle est accidentelle, elle est comme intériorisée. En fait, c'est assez surprenant de constater dans un film comme Avec amour et acharnement, avec un triangle amoureux, que c'est finalement la femme qui est la plus odieuse et que les hommes sont dépeints de façon bien plus digne à tout point de vue. Alors que bon, il y en a qui ont fait de la prison, il y en a qui ont fait ceci, cela, et c'est eux qui s'en sortent le mieux. Et surtout quand il y a une scène, alors qui moi m'a vraiment, vraiment mis mal à l'aise, c'est une scène qui frise la zone grise en matière de consentement sexuel. Et je parle pas de ma propre interprétation ici. Hein. Enfin, c'est réellement ce que le film montre, sans trop en dire. Le problème Avec amour et acharnement vient de cette manie du personnage de Juliette Binoche de Sarah de littéralement prendre les gens pour des cons. Et je cite là une phrase que lui déclame Vincent Lindon. Et en plus de ça, c'est ce qu'on comprend. Son personnage cherche à manipuler les gens sans arrêt. Et c'est ça, en fait, qui prend la majeure partie du film. Mais, encore une fois, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, qu'est-ce que le personnage veut. Donc, on ne peut pas le suivre sur 2 heures pour cette raison-là. Enfin, je veux dire, ça ne va prendre avec quasiment personne. J'ai l'impression qu'elle fait un caprice, en fait. Voilà, c'est ça. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, j'ai plus de 50 balais, mais je suis une adolescente et je suis entourée d'adolescents et tout le monde s'ébaudit dans un contexte où chacun a pas mal d'argent, en fait.
par rapport à la moyenne des Français, j'entends. Ouais, c'est clair, c'est un milieu assez aisé. Et c'est d'autant plus dommage que, voilà, quitte à trouver quelque chose, et sans chercher très loin, hein, qui est positif dans Avec amour et acharnement, c'est que il y a une esthétique qui est très belle, même si elle contribue à l'amorosité de l'ensemble, mais c'est très beau. Enfin, il y a ces gris au niveau de la photo qui sont très beaux. Enfin, je veux dire, on voit un vrai Paris grisonnant, plombant, et il y a quelque chose de mélancolique et de romantique là-dedans. De mon côté, j'ai beaucoup aimé la musique parce que j'ai trouvé, pour le coup, que dans son côté lancinant, il y avait carrément quelque chose, pour parler limite d'actu récente, il y avait quelque chose du film le mépris dans l'idée, avec des envolées grandiloquentes pour finalement de la petite histoire bien poussive, bien ardue. Et je trouve que ça va bien avec la manière dont Claire Denis filme le rapprochement de ces corps qui en fait sont fatigués et qui quelque part se sentent revivre dans leur illusion de puissance amoureuse. Ouais, moi, globalement, pour moi, c'est un des moins bons films de la réalisatrice. Je suis assez déçu. Le prix de la mise en scène, c'est pas une aberration, certes, tant c'est la qualité principale du film, qui d'ailleurs se passe quasiment uniquement dans des intérieurs. Le prix de la mise en scène, c'est le fameux ours d'argent à la Berlinale. Oui, c'est ça. Enfin, il y a plusieurs. En fait, tous les ours qui sont pas l'ours d'or sont des ours d'argent. D'accord. Et du coup, oui, comme je disais, c'est quasiment uniquement des intérieurs, et elle arrive à en faire ressortir une puissance dramatique, en dépit du contexte de la crise sanitaire qui se ressent, hein. Cette dernière, d'ailleurs, elle est intégrée dans le film, hein. C'est assez. Enfin, faut le dire, hein, c'est pas souvent qu'on voit ça dans le cinéma. Oui, il y en a de plus en plus, effectivement, des films qui montrent des masques et du Covid, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et dans le pas beaucoup, il y a Avec amour et acharnement. Voilà, on s'en souviendra pour ça au moins. Il y a même il y a même des images documentaires, hein, tournées de manière sauvage dans le métro parisien, ce qui est assez troublant. Oui, j'ai bien, mais je sais pas avec quelle caméra c'est fait. On dirait quelque chose d'il y a 10-20 ans. Oui, c'est une petite caméra numérique. C'est pas celle qu'ils utilisent dans les scènes d'intérieur. Et tout ça, donc du coup, ça participe du caractère morne de la vie du trio de personnages principaux. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, dans cette dynamique sombre et triste. Mais au bout de 2 heures, il faut avouer que le spectateur, il en a bout. Enfin, je veux dire, il est à bout, il est épuisé par tous ces débats puérils et ces ébats ratés. Débat et bas. Oui, voilà. Et je dirais même que le vrai film, il commence enfin dans le générique de fin, justement, lorsque la caméra se concentre sur les rapports entre le personnage de Vincent Lindon et le fils. C'est un peu l'histoire la plus intéressante du film, en fait. Ce rapport entre le père qui a été en prison et son fils rebelle. Avec Bulogier qui joue la grand-mère ouais. du fils de Vincent Lindon. Enfin bon, d'une figure féminine du cinéma français, on passe à une autre qui est nouvelle arrivante dans le cinéma français, Lola Kivoron, qui signe son premier long métrage avec Rodéo. Un film présenté et récompensé à Cannes à un certain regard, et précédé d'une réputation contrastée, notamment en raison de son sujet. Rodéo de Lola Kivoron, distribué sur nos écrans par les Films du Losange depuis le 7 septembre, est un film qui a fait couler beaucoup d'encre depuis Cannes, notamment suite à une interview donnée par la réalisatrice à Combini, qui a fait réagir, je m'en rappelle encore, jusqu'à la classe politique, opposant, disons, ceux qui considèrent les rodéos urbains comme une sorte de pratique sportive alternative, injustement marginalisée, et tout simplement les partisans de leur illégalité. En dehors de ces polémiques, de quoi parle le film, Morgane ? De Julia, une jeune femme sauvage, effrontée et insaisissable qui vit de petites combines en arnaquant des gens sur Internet pour leur voler leur moto et se rêver en adepte du cross-bitume, qui est donc la pratique dont tu parlais. Le cross-bitume, en fait, c'est l'autre nom aussi de ces rodéos, c'est ça, ouais. C'est la pratique. Oui, exactement. Donc à la suite d'un accident tragique, elle se retrouve propulsée au sein d'un groupe qui s'appelle les Bimors, c'est un collectif de bikers, malgré la défiance de certains de ses membres. Et l'intégration est forcément difficile et elle va créer des tensions jusqu'au point de non-retour. J'ai toujours pensé qu'il fallait pas critiquer un film pour ce qu'on aurait aimé qu'il soit.
Mais là, Morgane, je sais pas toi, mais de mon côté, en fait, j'ai été tellement déçue. C'est horrible, je me sens horrible parce que je m'attendais à voir un film avec des tas de rodéos, un truc en mode Fast and Furious. J'étais trop emballée pour ça. Et bon, avec plus de profondeur, hein, n'exagérons pas. Mais j'ai trop... Enfin, en fait, j'ai beaucoup projeté dessus. Et puis à l'arrivée, quelle cruelle désillusion. C'est surtout, en fait, ce que j'appelle un film social. Et du coup, ça m'a moins intéressée parce que bah, j'étais pas du tout venue pour voir ça. Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, de mon côté, j'avais vu le court-métrage de fin d'études de Lola Kivron, qui a étudié à la FEMIS, hein, on rappelle, Au loin, Baltimore. Et c'est un film qui mettait déjà en scène le rodéo avec une esthétique entre le clip et le documentaire. C'est Lola Kivron, vu qu'elle a déjà parlé du rodéo, c'est un sujet, elle a dit qu'elle connaissait plutôt bien. Hein. Ouais, carrément. Au loin, Baltimore, c'est il y a 4 ans, je crois. Donc voilà, elle était déjà enfin, elle filmait déjà des gens qui faisaient ces pratiques-là. Donc c'est un sujet qu'elle connaît quand même. Donc malheureusement, si ça marche sur l'échelle d'un court-métrage, qui laissait une forte impression, là, Rodéo, bah, il peine à maintenir cet équilibre sur un format plus long. L'aspect film social, il devient un peu trop prégnant une fois passé l'acclimatation au groupe et à ses pratiques. Et finalement, bah, le cross bitume, il devient plus qu'un prétexte à raconter l'histoire de ces gens vivant dans la misère et des rapports de force entre un groupe essentiellement masculin et un électron libre féminin qui vient le mettre en branle. Donc forcément, on aurait pu trouver ça intéressant parce que voilà, il y a une démarche féministe et tout. C'est l'idée de faire un film de base masculin comme Fast and Furious d'un point de vue féminin, mais malheureusement, bah, toute la dimension du rodéo, elle passe au second plan et ça s'exprime plus que par des séquences au ralenti sur fond de musique tendance qui ne s'éloignent pas loin de ce qu'on peut voir dans les clips de rap les plus bateaux en fait. Et le film, il s'éloigne finalement pas de ce qu'on peut voir dans le cinéma français aussi à tendance sociale. C'est pour cette raison que je trouve que Rodéo, en fait, il est pas si subversif que ça. Pourquoi? Parce qu'il perd, disons, en subversion, là où il gagne dans la veine film social. Parce que, effectivement, ça, comme tu l'as dit, Morgane, c'est quelque part, ça le ramène au niveau d'autres films français du genre. Il y a un côté un peu baudruche qui se dégonfle. Quelque part, le seul aspect du film qui trouve grâce à mes yeux, c'est son actrice principale. Oui, ouais, elle est excellente. Non, mais je voulais juste revenir sur la baudruche qui se dégonfle. En fait, c'est ça, le film, il commence un peu enfin, il commence pas sur le chapeau de roue, mais il y a des scènes assez impressionnantes où elle vole le type et tout. Elle part avec... Il y a une tension, tu vois, il y a une vraie tension. L'ouverture, c'est vrai, envoie pas mal de charges émotionnelles. Oui, et puis après, il y a toute la séquence où on voit les gens faire du rodéo autour d'une boucle d'autoroute. Il y a la police qui arrive, enfin, il y a un truc, quoi. Après, on ne demande pas que ce soit un film d'action permanente. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé donc le film et que j'ai vu ces séquences, je croyais que le film allait se jouer sur, comment dire, sur un plan politique du rapport entre une pratique marginale, entre autres, et donc principalement parce que illégale, avec une institution qui représente la norme, on va dire, suprême dans le pays, qui est donc la police. Oui, et alors qu'elle n'existe pas dans le film. Oui, c'est ce qui m'a surpris, enfin, hormis à ce moment-là, quoi. Mais donc non, j'allais dire, en fait, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que finalement, le seul aspect de Rodéo qui a trouvé grâce à mes yeux, c'est vraiment son actrice principale, qui est une belle découverte pour moi, qui s'appelle Julie Ledru, parce que j'ai beaucoup apprécié l'écriture des personnages dans Rodéo féminin, qui sont à l'opposé des codes habituels en la matière. C'est sans la faire, par exemple, aller dans une histoire d'amour complètement rasoir. Il y a aussi sa quasi-absence de maquillage. Bref, il y a des touches comme ça que j'ai trouvées vraiment salutaires et vraiment agréables à voir, parce que tout simplement, je les vois peu au cinéma. Et c'est ça qui est le plus remarquable, je trouve, dans Roméo, c'est vraiment l'émergence de Julie Ledru, qui en fait, rase tout sur son passage, presque trop par rapport aux autres. Enfin, à titre personnel, je peux que lui souhaiter un avenir rempli de belles choses au cinéma. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'elle crève l'écran. Et puis, tu parlais d'histoire d'amour. Bon, elle en a pas, mais en même temps, il y a une sorte de relation ambiguë avec Ophélie, l'autre personnage féminin
du film, qui est un personnage de matrone qui gère les bimors en l'absence du vrai leader, qui s'appelle Domino, qui lui est incarcéré et qui influence tout le petit monde depuis sa cellule. Et de manière générale, moi, par contre, j'aime beaucoup le casting du film. Enfin, je dis pas par contre, mais je sais que tu l'as bien aimé, mais moi, peut-être un peu plus. Qui est majoritairement composé d'acteurs non professionnels. Il y a vraiment une dynamique de bande, elle arrive à filmer ça. C'est une troupe qui donne du crédit au réalisme du film sans sombrer dans la caricature. Pour le coup, c'est vrai que la bande dans le film, on y croit. Enfin, moi, j'y ai cru. Il y a cette dynamique-là, on l'aperçoit vraiment à travers l'écran. Voilà. Donc c'est plutôt dommage que cette écriture qui est réussie dans les personnages, surtout pour un film qui filme la banlieue, bon, même si elle n'est pas citée, on la voit très peu finalement la banlieue parce que c'est beaucoup des intérieurs ou des garages, ouais, des choses comme ça. Voilà, on sait que ça se passe dans une banlieue, donc voilà, on n'est pas dans le cinéma caricatural là-dessus. C'est dommage que le film, par son pitch et son cadre qui exhibait une singularité, bah, finalement il se replie vers une forme conventionnelle. Par exemple, le braquage ou l'envolée onirique de fin du film, qui font office, moi je trouve, de cache-misère. Hein. C'est un peu comme une tentative, je trouve effectivement, Morgane, de se raccrocher à l'introduction qui démarrait très fort, comme s'il fallait se rattraper en fait à ce moment-là. Ouais, après nous avoir perdu pendant 45 minutes, 1 heure, à travers une histoire finalement pas très passionnante. Et voilà, donc la tentative dont tu parles, elle est désespérée. Et aussi, c'est aussi l'idée de s'accrocher au film de genre pour conclure sur une idée de climax, quoi, un truc qui défonce tout, quoi. Mais en fait, ça marche pas. La scène d'action, elle est mal filmée et le côté onirique, fantastique, bah, c'est assez pauvre visuellement. Ça fonctionne pas, quoi. Bah, comme quoi, souvent, quand il y a une polémique sur un film, enfin là, en l'occurrence, elle est absolument pas justifiée, je trouve. Enfin, toi non plus. On a voulu parler d'un truc qui en fait n'est pas vraiment dans le film au final. Non, c'est-à-dire que la manière dont le film faisait polémique, en fait, c'était plutôt les propos de la réalisatrice Lola Kivoron qui ont fait polémique, qu'on a raccroché au film, mais le film, quelque part, a rien à voir avec tout ça, quoi. Très peu, voilà. C'est à noter d'ailleurs, dans la même veine, l'emballement des notes négatives sur la fiche de Rodéo sur Allociné, où les gens ont massivement mis, je crois, une étoile, ce qu'après le film mérite pas du tout. Ouais, et puis sans avoir vu le film en plus, donc c'est pour ça que c'est un peu... on a vu qu'il y avait d'ailleurs un avertissement sur la fiche Allociné pour demander aux gens de ne pas faire ça, mais bon. Espérons que ça a porté ses fruits. On passe au film qu'on a préféré de cette sélection, Morgane. Chronique d'une liaison passagère est le 11e film d'Emmanuel Mouret. Il est distribué par Pyramide Distribution et est disponible en salle depuis le 14 septembre. Il fait suite au plébiscite public et critique des choses qu'on dit et choses qu'on fait, sorti en 2020. Peut-être le plus beau film d'Emmanuel Mouret. C'est peu dire si on attendait ce nouveau film du réalisateur passé par la Fémis, ce qui fait d'ailleurs un lien secret qui unit les 3 cinéastes de cet épisode. Qui plus est, retrouve encore une fois Vincent McCain devant la caméra. Peux-tu nous dire de quoi traite ce film sélectionné en sélection à Cannes Première au dernier festival de Cannes, Julie ? C'est une histoire assez banale et on ne change pas du film de Claire Denis. On est dans l'adultère, avec Charlotte incarnée par Sandrine Kiberlin et Simon incarné, comme tu en as parlé, Morgane, par Vincent McCain, qui entament une relation suite à une soirée en devenant amants et en se promettant mutuellement de profiter du bon temps sans spécialement voir plus loin. Bien évidemment, les sentiments finissent par se développer entre deux, avec une complicité grandissante, alors que lui est un homme marié et donc elle, une mère célibataire. Ouais, c'est une histoire comme les aime Emmanuel Mouret, quoi. C'est l'héritier, enfin un héritier en tout cas de Romer, de Lubitsch ou encore de Woody Allen. Et donc c'est une comédie de mœurs fondée sur les non-dits, les quiproquos, le comique de répétition. Et donc avec Chronique d'une liaison passagère, Mouret revient sur un type de film minimaliste et conceptuel, constitué cette fois d'une succession de rencontres extra-conjugales entre les deux personnages, donc Charlotte et Simon. L'histoire, elle se déroule sur quelques mois à peine, et du coup tout le film joue sur les ellipses, sur ce qu'on ne voit pas, par exemple les échanges téléphoniques entre les deux protagonistes. Et de cette contrainte, il en fait un espace de créativité assez impressionnant, autant en matière d'écriture que de mise en scène.
Bah, comme je disais, en fait, sur le papier, quand on lit le résumé de ce film et qu'on va pas souvent au cinéma, enfin, on peut pas, si on connaît pas le cinéma de Mouret, on peut pas vraiment dire quelle est la différence entre ce qu'il fait et les autres, parce que, bon, comme on l'a dit, les histoires d'adultère à Paris, enfin, ça fait quand même très, très cliché français. Mais en fait, la différence entre lui et les autres, et c'est ce qui fait sa patte et son identité à Emmanuel Mouret, c'est vraiment au niveau de la mise en scène, comme l'a dit Morgane. Et enfin, pourquoi, si c'est pas pour une question de cinéma, on irait voir un film qui raconte une histoire qui ressemble à une autre? Enfin, Mouret, vraiment, il fait pas comme les autres. D'abord, là où la plupart parleraient d'adultère en sombrant dans le drame, lui, il ramène l'extra-conjugalité à quelque chose de plus banal au sens du quotidien, de plus classique, et il en fait de l'humour aussi. Oui, puis il n'y a pas comment dire, de jugement moral en fait sur ces personnages. De manière générale, de ce que j'ai vu du cinéma d'Emmanuel Mouret, on ne sent ni on ne perçoit jamais de jugement moral. Oui. Puis d'ailleurs, dans le film de Claire Denis, c'est justement ce qu'on peut reprocher au film, c'est qu'il y a quand même une sorte de lourdeur, je veux dire, et on a l'impression que les personnages sont jugés en fait. Complètement. Et donc là, pour Chronique d'une liaison passagère, certains remarqueront que dans le film, pour ceux qui l'ont vu et qui nous écoutent, il n'y a quasiment pas de chant contre chant, par exemple. C'est-à-dire que souvent, on va expliquer rapidement ce que c'est un chant contre chant. Dans un film, quand il y a deux personnes qui parlent, la caméra, elle filme d'abord la personne A, puis la personne B, dans un mouvement, on va dire, de yo-yo au montage pour montrer que les deux se parlent. Là, dans Chronique d'une liaison passagère, A et B, donc Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin, puisque ce sont les personnages principaux du film, sont filmés souvent côte à côte, c'est-à-dire sur un même plan, sans qu'il y ait ce montage qui alterne. En plus de ça, en plus du chant contre chant, le cinéma de Mouret, là précisément pour ce film, c'est beaucoup de plans séquences, c'est-à-dire la caméra qui filme pendant un petit moment, avec des déplacements des deux personnages dans des grands espaces. Il y a par exemple toute une scène qui se fait de mémoire au musée. Mais du coup, ce qui va dans l'idée où il n'y a pas de chant contre chant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, d'où le principe du plan séquence, qui fait que c'est plus simple pour filmer les dialogues. C'est ça. Et pourquoi il y a ce côté-là où les deux personnages sont au même endroit et où ils sont filmés un petit moment? C'est parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on crée en fait? Qu'est-ce qu'on crée avec des acteurs qui sont connus? On crée un sentiment de monsieur et madame tout le monde parce qu'en fait, ils sont comme introduits dans le vécu commun. Donc des gens qui sont au musée et on les voit eux, des gens qui sont en soirée et on les voit eux. Et ça leur fait une histoire sur laquelle on se penche. Et avec ce vécu-là commun, il y a quelque chose là-dedans, je trouve, de la magie du cinéma. Oui, et en plus, c'est très rigoureux. Hein. Mouret, il triche jamais. Il va au bout de son concept. Même quand il fait un bond de plus d'1 an à la fin du film. Hein. Ce qui est fort, c'est qu'il arrive à raconter une histoire à partir de scènes a priori banales, qu'on pourrait qualifier d'interstices à l'échelle d'une vie. Hein. Et très éloigné de la forme ample d'un certain classicisme. Et tout l'art de l'ellipse et de la mise en scène, qui est du coup faussement minimaliste, comme on dit, est porté à un tel degré que pour moi, ça me rappelle évidemment le travail d'un de mes cinéastes préférés, Hong Sang-soo. Un cinéaste coréen, pour Oui. ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Dont on retrouve d'ailleurs la même médiocrité et lâcheté chez les hommes. C'est peut-être un peu moins cruel chez Mouret. Mais c'est vrai que chez Emmanuel Mouret, la figure principale de l'homme, c'est pas du tout l'homme viril, le mâle alpha, c'est pas ça. Oui, plutôt même un peu pathétique. Et donc là, impeccablement incarné par Vincent Macaigne. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a jamais été aussi bon que dans les films de cette veine, hein, à l'instar de ce qu'il a fait en tout cas chez Guillaume Braque. Et à l'autre côté, on a Sandrine Kiberlin qui, elle, a un côté très libre, en même temps très grave. Lorsque, par exemple, il filme son regard intensément. C'est vrai que Emmanuel Mouret se repose énormément sur le jeu de ses acteurs et leurs compétences, on peut dire. Oui, c'est ça. Et pour le coup, ça m'a rappelé aussi, bon, je fais peut-être un peu forcé, mais ça m'a rappelé ce que fait Kim Min-hee dans certains films de Hong Sang-soo. Bon, toutefois, chez Mouret, par contre, le hasard n'a pas vraiment sa place et les personnages bavardent énormément, alors que chez Hong Sang-soo, il y a beaucoup de séquences où en fait ils ne parlent pas, il y a des silences. Et donc chez Mouret, on est dans un art du dialogue plus théâtral, par exemple. Bah,
Complètement, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais adoré son précédent film, qui était à la fameuse sélection officielle de Cannes, qui n'a pas eu lieu pour raison de Covid. Mhm. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. À titre personnel, je trouve que les critiques à l'encontre d'Emmanuel Mouret concernant un cinéma qui serait quasi exclusivement bourgeois sont vraiment injustes, parce que dire que c'est un cinéma bourgeois, c'est le résumé à ça, et c'est plutôt caricatural parce que, enfin, il y a pas que ça dedans. C'est pas comme si Emmanuel Mouret se contentait de raconter des histoires de gens aisés sans rien en faire en matière de cinéma, ni s'en chercher à évoluer. Enfin, j'ai été, par exemple, assez surprise de voir que le personnage de Sandrine Kiberlin s'épanouit naturellement dans une relation amoureuse et sexuelle avec une femme, sans que ça vire dans le film au drame. Et on ne peut pas chercher à reprocher à Emmanuel Mouret de ne pas tenter de coller à son époque. Enfin, par exemple, combien de réalisateurs ou de réalisatrices aujourd'hui mettent en scène une histoire d'amour avec une actrice qui a 10 ans de plus que l'acteur avec lequel elle a une histoire d'amour dans le film, et c'est pas le sujet du film, ou ça n'en est pas, comment dire, disons pas le sujet principal. C'est pas un enjeu dans le film. Voilà, tout simplement, c'est pas un enjeu. C'est jamais questionné, ça paraît naturel, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Complètement. Et c'est ça aussi qui fait l'originalité d'un film, c'est les choix qu'on fait en matière de scénario, en matière de choix d'acteurs, en matière de comment on va raconter son film, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une certaine universalité dans ce que Emmanuel Mouret montre, et un équilibre constant entre des dialogues qui sont vraiment très bien écrits et une tentative d'obtenir paradoxalement du naturel chez ces acteurs, malgré cette fameuse théâtralité. Et comment, en fait, on donne l'illusion de ce naturel, notamment là avec Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne, c'est en les faisant beaucoup répéter. C'est-à-dire que leur texte est vraiment très, très appris. On le sait parce que, voilà, lui-même, Emmanuel Mouret l'a déclaré dans différentes interviews. Mais c'est là aussi, encore une fois, où on voit toute la technique de quelqu'un. Et ce dispositif-là qu'il a, sa manière de faire des films à Emmanuel Mouret, il s'affine avec le temps. On le voit avec ce film. Et ça reste, je trouve, une démarche qui est très intéressante à suivre. Tout à fait. Et si certains verront dans ce film un film mineur en raison de sa forme plus ramassée, personnellement, moi, j'y vois un film de maître, carrément, hein, avec un réalisateur en pleine possession de ses moyens, qui signe une œuvre, justement, comme je parlais de maître, de pleine de maîtrise, qui tire parti de la variation de ses décors, de ses situations, pour faire de la liaison passagère du titre une vraie histoire d'amour. Donc voilà, nous avons fini avec les films vus en salle, et il est temps maintenant de passer à notre séquence VOD et SVOD, avec encore un film français, Ideus, ou Ideus, je ne sais plus, de Yann Gonzalez, disponible sur Mubi depuis le 8 septembre. Ideus ou Aideus est un nouveau court-métrage de Yann Gonzalez disponible sur la plateforme Mubi, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, propose en majorité du cinéma de patrimoine à réessai avec un abonnement fixe par mois, et parfois quelques sorties exclusives qui sont sur la plateforme uniquement, comme ce film. En attendant de retrouver Gonzalez dans les salles de cinéma, on l'espère, sur quoi porte Ideus Morgan? Alors, pour une fois, on ne va pas s'éterniser sur le résumé du film, parce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'une commande de la part du chanteur Oliver Sim, qui est un des membres du groupe The XX. Un groupe anglais de pop rock, on peut dire. De pop, un peu électro, et oui, un peu rock aussi, formé par celui qui est connu, c'est Jamie XX. Qui est devenu un producteur de musique, et Romy qui fait de la musique toute seule aussi. Donc c'est le premier album de solo de Oliver Sim qui s'appelle Ideus Bastard. Album qui au passage a eu une excellente presse critique dans la presse musicale française, j'ai vu. Voilà. Et donc c'est un film qui est là pour illustrer un peu et faire la promotion de cet album. Donc on peut dire que effectivement, Ideus c'est un vidéoclip promotionnel de luxe, à l'image de ce que par exemple Michael Jackson avait fait à l'époque pour Ghost.
et qui, je crois, à l'époque, était considéré comme le clip le plus long de l'histoire, 35 minutes. Donc Ideos est composé de quelques titres de l'album et raconte l'histoire d'une star de la musique, donc Oliver Sim, qui se met lui-même en scène, qui fait face à ses démons, son passé et les hontes qu'il a dû faire face en tant que jeune homme gay diagnostiqué du sida à 17 ans. La question que je me pose toujours quand il m'arrive de regarder des films de commande, parce que là, bon, c'est un film de commande, Oui, c'est ça. Ideus, enfin, des films de commande que ce soit pour des artistes musicaux, comme on va dire, des clips de super qualité, ou des vidéos pour des marques de mode, comme a pu le faire Luca Guadagnino avec The Staggering Girl pour Valentino. C'est si on va voir uniquement quelque chose de l'ordre de la promotion ou quelque chose qui va avoir à l'intérieur des moments de cinéma. Pour le coup, là où justement quelqu'un comme Guadagnino se contentait de filmer sans apporter grand-chose, je trouve que González fait bien plus et réussit ce projet-là. On retrouve dans Ideus son identité queer, LGBT. Il y a aussi son actrice fétiche, Kate Moran, que j'apprécie énormément d'ailleurs. Mais pas que, parce qu'il y a un montage qui est du cinéma, avec une vraie histoire, celle d'un homme en fait qui s'adresse directement à son moi enfant. Et donc il y a une alternance là-dedans, où on le voit lui enfant, lui adulte, dans une espèce de dialogue assez émouvant qui, moi, m'a énormément touchée. Oui, et puis en fait, ce qui fait la force d'Ideos, c'est justement qu'on pourrait le voir comme un film autonome et se contenter uniquement des chansons choisies pour illustrer. On ne serait même pas obligé d'écouter l'album en entier. Et comme tu disais, on reconnaît bien le style de González, du surréalisme, du baroque, dans un film d'horreur à la fois parodique et poignant. Il y a de l'humour, toujours chez González. Et il y a beaucoup aussi de références. On sent que c'est quelqu'un qui a vu énormément de films au cinéma, que ce soit de l'horreur, mais pas que. On y voit beaucoup, beaucoup de choses dans tout ce qu'il fait. Oui, complètement. Et même, il déploie des visions qu'on voit généralement que dans son cinéma, en tout cas récemment. Des explosions de couleurs, de paillettes, de grains, d'expérimentation visuelle. Il y a notamment une scène avec des visages à travers un kaléidoscope, des gens qui se moquent, qui m'a rappelé Carrie, justement. Tu sais, quand on se moque d'elle. Alors, moi, ça m'a rappelé, pour l'anecdote, le générique d'un manga qui s'appelle Death Note, où il y a exactement le même kaléidoscope dans des tons orange et rouge avec une musique en fond de métal. Ah, je n'avais pas vu l'anime, donc peut-être que c'est inspiré aussi de Carrie, on ne sait pas. Donc Ideos a beau être un court-métrage, il se montre beaucoup plus ambitieux formellement que ce qu'on peut voir d'habitude dans le cinéma français, et surtout dans le cinéma de genre, j'insiste, on va pas le comparer non plus à la production française basique, mais ce qui se fait dans le cinéma de genre. Et Yann González, plutôt, est peut-être le représentant le plus vital d'un cinéma de genre français que moi je trouve à l'agonie, et je pense que c'est partagé par pas mal de cinéphiles. Oui, et y compris moi-même. D'ailleurs, c'est ce que j'aime en particulier dans le cinéma de Yann González, c'est une identité visuelle qui est vraiment installée, que ce soit en matière, on va dire, de scénographie, aussi avec ses choix politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir que le film est signé Yann González pour comprendre que c'est son cinéma quand on a l'habitude de voir ce qu'il fait. C'est extravagant, c'est excentrique, dans tout ce qui est représentation, dans les maquillages. Enfin, si on aime les paillettes, on aime forcément Yann González, je peux pas croire le contraire. Il y a aussi beaucoup de références, comme je le disais tout à l'heure, à des films ou à la littérature. Par exemple, son protagoniste dans Ideus, donc Oliver Sim, à un moment prend le masque, je le dis au sens à la fois figuré et propre, d'une bête, et cette bête-là fait penser au film qu'il y a eu sur La Belle et la Bête. Je trouve qu'il y a un côté dans le baroque Cocteau qui est assez assumé. Et en lui mettant ce masque-là à Oliver Sim, en fait, c'est le VIH, la maladie, c'en est une allégorie, ça fait surface. C'est aussi le rapport à l'autre qui s'en trouve modifié, parce que on voit que Oliver Sim, il y a un homme qui lui plaît, mais qui n'ose pas aller forcément à cause de la manière dont il se perçoit, et donc comme il se perçoit, donc ça signifie comme il se vit, et tout ça change le rapport à l'autre, au corps, à l'amour.
Et ça, je trouve que ce sont des thématiques qui sont récurrentes chez González dans tout son cinéma. Tout son cinéma, c'est un cinéma français qui parle peut-être le plus d'amour parmi tous les cinéastes actuels et de comment on peut aimer parfois quand on croit qu'on est un monstre, même si on ne l'est pas forcément. Tout ça se retrouve concentré ici pendant environ une vingtaine de minutes. Et c'est là qu'on voit la constance de Yann González. C'est pas un film pour lequel il se serait absolument plié à une commande à un autre artiste, mais un film qu'il a fait en véritable collaboration auquel il a su insuffler sa propre identité. En fait, de mon côté, j'espère surtout le revoir bientôt dans un long métrage au cinéma. S'il y a des producteurs qui nous écoutent, financez Yann González. Et comme tu sais, c'est compliqué vu que ces films ont du mal à marcher, hélas. Mais moi, j'aime particulièrement ces deux longs métrages, hein, Les Rencontres d'après minuit, Un couteau dans le cœur, mais aussi ces nombreux courts métrages. Je pense qu'on ne peut pas considérer Ideus, de le prendre de haut et le considérer comme un projet de transition. González, il est autant investi sur ce genre de film que sur un long métrage, par exemple. Et ça se sent d'ailleurs. Ouais, son court métrage Les Îles, je le trouve magnifique. Il avait fait en 2017, je crois. Et voilà, on peut pas prendre ça à la légère. C'est un chapitre de plus dans sa passionnante carrière. Et en tout cas, le fait de travailler avec Oliver Sim, je pense que peut-être ça lui offrira davantage de visibilité à l'international. En matière de production, qui sait ? Oui. Alors, en tout cas, on a fini, Julie. Donc, si tu veux annoncer le programme du prochain épisode, s'il te plaît. Oui, on a un petit peu tergiversé pour savoir de qui on allait parler. Au final, on s'est arrêté sur 3 films, donc comme d'habitude, mais qui seront forcément le Olivia Wilde Don't Worry Darling. On va aussi parler forcément, là encore j'ai envie de dire, de la Palme d'Or de Ruben Östlund et forcément de Si c'est mérité ou pas selon nous. Et enfin, on va parler du film de Hong Sang-soo qui est... Juste sous vos yeux, mais pas sous vos yeux encore. Mais dans vos oreilles. Et donc, quant au sujet qu'on abordera, on s'est décidé de parler d'un sujet un petit peu complexe sur lequel on espère faire le maximum de pédagogie. On abordera la chronologie des médias. Oui. Et enfin, pour la SVOD, on abordera le fameux Blonde avec Anna de Armas de Andrew Dominic, qui est l'adaptation du livre éponyme de Joyce Carol Oates. Ouais. Sur Netflix. Merci à toi, Julie. Merci à toi, Morgane. À dans 15 jours. À dans 15 jours et bonne écoute. On espère que vous aimerez notre épisode.